La première lueur du jour a apporté des développements importants. Un porte-avions nucléaire américain est arrivé en Corée du Sud pour un exercice traditionnel visant à renforcer l'entraînement militaire, quelques jours après que la Corée du Nord et la Russie aient signé un traité de défense mutuelle. La marine sud-coréenne a déclaré dans un communiqué que le porte-avions américain Theodore Roosevelt est arrivé à la base navale de Busan le matin du 22 juin. L'arrivée du porte-avions démontre la posture de défense conjointe solide de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis et sa détermination à répondre aux menaces croissantes de la Corée du Nord. Le porte-avions devrait participer à des exercices conjoints avec la Corée du Sud et le Japon ce mois-ci. Pyongyang a toujours dénoncé de tels exercices conjoints comme une répétition pour une invasion. Comme nous le savons, le président Vladimir Poutine a déclaré récemment que la Russie pourrait fournir des armes à la Corée du Nord, suggérant qu'il pourrait y avoir une réaction similaire à celle de l'Occident armant l'Ukraine. Poutine s'est adressé aux journalistes au Vietnam, un jour après avoir visité la Corée du Nord armée nucléaire et signé un accord de défense conjointe avec son dirigeant Kim Jong-un. Il s'agissait de la première visite de Poutine en Corée du Nord en 24 ans. Les pays occidentaux se sont distancés de la Corée du Nord en raison de son développement de missiles nucléaires et balistiques en défi des sanctions des Nations Unies et s'inquiètent des liens croissants entre Moscou et Pyongyang. Plus tôt ce mois-ci, Poutine a menacé que la Russie pourrait fournir des armes aux ennemis occidentaux parce que l'Occident a fourni des armes de haute précision à l'Ukraine et leur a permis de tirer sur des cibles à l'intérieur de la Russie. Dans ses derniers commentaires, il a déclaré que la Corée du Nord pourrait être l'un des bénéficiaires des armes russes. Poutine a déclaré ce qui suit : « J'ai dit que nous nous réservions le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde, y compris Pyongyang. Je n'exclus pas cela non plus, en tenant compte de nos accords avec la Corée du Nord. » L'accord signé par Poutine et Kim engage chaque partie à fournir immédiatement une assistance militaire à l'autre en cas d'attaque armée contre l'une des parties. Poutine a déclaré que Moscou s'attendait à ce que la coopération avec la Corée du Nord serve de moyen de dissuasion pour l'Occident, mais qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine. Concernant la possibilité d'utiliser les capacités de l'autre dans le conflit en Ukraine, nous ne le demandons à personne, personne ne nous l'a proposé, donc il n'y en a pas besoin. Les États-Unis et l'Ukraine disent que la Corée du Nord a déjà fourni à la Russie des quantités importantes d'obus d'artillerie et de missiles balistiques, une affirmation démentie par Moscou et Pyongyang. Poutine a déclaré que la Corée du Sud ferait une grosse erreur si elle décidait de fournir des armes à l'Ukraine et que Moscou réagirait de manière douloureuse pour Séoul. Ces remarques sont intervenues après que l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a déclaré que Séoul examinerait la possibilité de fournir des armes à l'Ukraine à la lumière de l'accord de défense mutuelle signé entre Poutine et Kim la veille. Poutine a déclaré ce qui suit, en ce qui concerne l'envoi d'armes létales dans les zones de guerre en Ukraine. Ce serait une très grosse erreur. J'espère que cela n'arrivera pas. Si c'est le cas, nous prendrons une décision que la direction actuelle de la Corée du Sud n'aimera probablement pas. La Corée du Sud a connu une croissance énorme des ventes militaires internationales ces dernières années, mais elle a une politique de longue date interdisant les ventes d'armes aux zones de conflit actifs et s'y est tenue malgré les appels des États-Unis et de l'Ukraine à reconsidérer. Il y a un débat en cours sur la solidité de l'engagement de sécurité que représente l'accord entre la Russie et la Corée du Nord. Certains analystes voient l'accord comme une revitalisation complète de l'alliance de l'ère de la guerre froide entre les deux pays, tandis que d'autres disent qu'il semble plus symbolique que significatif. Ankit Panda, analyste principal à la Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que le texte était soigneusement formulé pour ne pas impliquer une percée militaire automatique. Panda a continué: la grande image ici est que les deux parties sont prêtes à mettre par écrit et à montrer au monde jusqu'où elles prévoient d'étendre la portée de leur coopération. Poutine a déclaré aux journalistes à Hanoï que Moscou envisageait des changements possibles à sa doctrine sur l'utilisation des armes nucléaires, développant des commentaires qu'il avait fait plus tôt ce mois-ci sur les armes nucléaires. Poutine a déclaré que cela était dû à des vues changeantes sur l'utilisation nucléaire parmi les ennemis de la Russie. La doctrine actuelle de la Russie stipule qu'elle peut utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou en cas d'attaque conventionnelle qui représente une menace existentielle pour l'État. Depuis le début de la guerre en Ukraine, certains faucons parmi les analystes militaires russes ont soutenu que Moscou devrait reconsidérer cette position et même envisager de mener une sorte de frappe nucléaire qui pourrait rendre ses rivaux occidentaux plus raisonnables.
Poutine a déclaré aux journalistes que la Russie envisageait de modifier sa doctrine parce que les adversaires potentiels travaillent sur de nouveaux éléments liés à l'abaissement du seuil d'utilisation nucléaire. En particulier, des dispositifs nucléaires explosifs de très faible puissance sont en cours de développement. Nous savons qu'il y a des idées qui circulent dans les cercles d'experts en Occident selon lesquels de tels moyens de destruction pourraient être utilisés, a déclaré Poutine, ajoutant qu'il n'y avait rien de particulièrement terrifiant à ce sujet, mais que la Russie devait être prudente. Poutine a souvent parlé de la taille et de la puissance de l'arsenal nucléaire de la Russie depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, qu'il a décrite comme une opération militaire spéciale pour assurer sa propre sécurité, et a averti l'Occident qu'il risquait un conflit mondial. Lors de leur sommet en août 2023, les dirigeants des 3 pays ont convenu de tenir des exercices militaires annuels. Plus tôt ce mois-ci, leurs chefs de la défense ont annoncé de nouveaux exercices visant à affiner leur réponse conjointe dans plusieurs domaines, y compris l'air, la mer et le cyberespace. L'arrivée du groupe de frappe de l'USS Theodore Roosevelt survient un jour après que la Corée du Sud a convoqué son ambassadeur en Russie pour protester contre l'accord conclu cette semaine entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'accord engage à une assistance de défense mutuelle en cas de guerre. La Corée du Sud a déclaré que l'accord entre les 2 pays isolés posait une menace pour sa sécurité et a averti qu'elle pourrait envisager d'envoyer des armes à l'Ukraine en réponse pour aider à combattre l'invasion russe. Les troupes nord-coréennes se sont également récemment engagées dans des activités telles que la pose de mines supplémentaires, le renforcement des routes tactiques et l'ajout de barrières anti-chars près de la frontière, selon l'armée sud-coréenne. Les 2 Corées sont enfermées dans une guerre de ballons, un activiste du Sud confirmant vendredi qu'il a envoyé davantage de ballons transportant de la propagande vers le nord. Pyongyang a déjà envoyé plus d'1 millier de ballons transportant des déchets vers le Sud et Kim est puissant. Sir Kim Yo-jong a averti que le Nord est susceptible de riposter. De plus, les États-Unis ont renouvelé mardi leur avertissement selon lequel ils doivent défendre leur allié de traité, un jour après que des membres de la marine philippine ont été blessés et que des bateaux de ravitaillement ont été endommagés dans l'un des affrontements les plus sérieux entre les Philippines et la Chine dans une zone disputée. Les responsables ont déclaré que cela s'était produit en mer de Chine méridionale. La Chine et les Philippines se sont accusés mutuellement de provoquer les hostilités sur le second Thomas Shoal, occupé par un petit contingent de la marine philippine à bord d'un navire de guerre échoué et étroitement surveillé par la garde côtière chinoise. La marine et des navires soupçonnés d'être des milices, au milieu de tensions territoriales de longue date, considérées comme un point de tension en Asie. Il y a des craintes que les différends pourraient s'aggraver et entraîner les États-Unis et la Chine dans un conflit plus important. Le secrétaire d'État adjoint américain, Kurt Campbell, a discuté des actions de la Chine lors d'un appel téléphonique avec son homologue philippine, Maria Teresa Lazaro. Les 2 ont convenu que les actions dangereuses de la Chine menacent la paix et la stabilité régionale, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Campbell a réaffirmé que le traité de défense mutuelle de 1951, qui oblige Washington et Manille à se défendre mutuellement en cas de conflit majeur, couvre les attaques armées contre les forces armées philippines, les navires publics ou les avions n'importe où dans le sud, y compris les avions de la garde côtière. Une force opérationnelle gouvernementale philippine supervisant les différents territoriaux a condamné ce qu'elle a qualifié de manœuvres dangereuses, y compris des collisions et des remorquages, qui ont perturbé un effort de routine pour transporter de la nourriture, de l'eau et d'autres fournitures aux Philippins servant au poste avancé régional à bord du BRP Sierra Madre. Sans donner plus de détails, la force opérationnelle philippine a déclaré que malgré les actions illégales, agressives et imprudentes des forces navales chinoises, notre personnel a montré du respect, de la retenue et du professionnalisme, a évité d'escalader les tensions et a continué sa mission. Leurs actions ont mis en danger la vie de notre personnel et ont endommagé nos bateaux en violation claire du droit international. La garde côtière chinoise a déclaré que les Philippines étaient entièrement responsables de cela. Elle a affirmé qu'un navire philippin avait ignoré les avertissements répétés et sérieux de la Chine et avait approché de manière non professionnelle et dangereuse un navire chinois naviguant normalement, entraînant la collision. 2 vedettes rapides ont escorté le navire de ravitaillement alors qu'il tentait de livrer des matériaux de construction et d'autres fournitures à un navire militaire stationné au large des côtes, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.
qui a décrit la manœuvre de la garde côtière comme professionnelle, retenue, raisonnable et légale. Le secrétaire philippin à la Défense, Gilberto Teodoro Jr., a déclaré dans un communiqué que les forces armées de son pays résisteront au comportement dangereux et imprudent de la Chine qui contredit ses déclarations de bonne volonté et de courtoisie. Teodoro a poursuivi sa déclaration en ces termes: « Nous ferons tous les efforts nécessaires pour remplir notre devoir de protéger notre intégrité territoriale, notre souveraineté et nos droits souverains. » Il devrait maintenant être clairement compris par la communauté internationale que les actions de la Chine sont le véritable obstacle à la paix et à la stabilité en mer de Chine méridionale. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont eu lieu près du Shoal où le Sierra Madre est situé, à moins de 200 milles nautiques de la côte philippine la plus proche, et recouvert de rouille depuis son échouement délibéré en 1999, mais restant un vestige. Il s'agit d'un navire militaire activement déployé, ce qui signifie qu'une attaque contre lui pourrait être considérée comme un acte de guerre par les Philippines. La Chine est devenue de plus en plus affirmée dans la défense de sa revendication sur presque toute la mer de Chine méridionale, ce qui a conduit à un nombre croissant de confrontations directes avec d'autres pays de la région, notamment les Philippines et le Vietnam. La nouvelle loi chinoise, entrée en vigueur samedi, autorise la garde côtière à saisir les navires étrangers qui entrent illégalement dans les eaux territoriales chinoises et à détenir les équipages étrangers pendant 60 jours. La loi a renouvelé une référence à une loi de 2021 qui stipule que la garde côtière chinoise peut tirer sur des navires étrangers si nécessaire. Au moins 3 gouvernements côtiers revendiquant ces eaux, les Philippines, le Vietnam et Taïwan, ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas cette loi. La Malaisie et le Brunei sont également impliqués dans des différends territoriaux de longue date dans la région, considérés comme une ligne de faille sensible dans la rivalité de longue date entre les États-Unis et la Chine. D'autre part, les États-Unis ont fait des déclarations très importantes à un moment de tensions commerciales croissantes. L'administration Biden a annoncé des plans pour renforcer encore les liens économiques avec Pékin, restreignant les nouveaux investissements américains dans les industries technologiques chinoises critiques qui pourraient être utilisées pour renforcer l'armée chinoise. Les règles proposées par le département du Trésor interdiraient certains investissements américains dans les entreprises chinoises développant des semi-conducteurs, des ordinateurs quantiques et des systèmes d'intelligence artificielle. L'administration Biden cherche à restreindre le financement américain pour aider la Chine à développer des technologies avancées qui pourraient être utilisées pour le suivi des armes, le renseignement gouvernemental et la surveillance. Les règlements devraient être finalisés plus tard cette année. Ils surviennent presque un an après que le président Biden a signé un décret appelant à une interdiction des investissements qui affecterait grandement les sociétés de capital risque et de capital investissement faisant des affaires avec des entreprises chinoises. Paul Rosen, secrétaire adjoint du département du Trésor, a déclaré dans un communiqué: « Cette règle proposée fait progresser notre sécurité nationale en empêchant les nombreux avantages que certains investissements américains fournissent, au-delà du capital, de soutenir le développement de technologies sensibles dans des pays qui pourraient les utiliser pour menacer notre sécurité nationale. » Les restrictions exigent des investisseurs qu'ils notifient le département du Trésor concernant certains types de transactions et certains types d'investissements sont explicitement interdits dans le cadre du programme. Le département du Trésor a le pouvoir de forcer la liquidation et les violations peuvent être transmises au ministère de la Justice pour des poursuites pénales. Les règles s'appliquent aux investissements en actions, au financement par la dette convertible en actions et aux co-entreprises. L'administration Biden a souligné que les nouvelles restrictions sur les investissements sont ciblées de manière étroite et que les États-Unis ne cherchent pas à bloquer tous les investissements en Chine. Bien que les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine se soient réchauffées au cours de l'année écoulée avec un dialogue plus fréquent, les tensions économiques restent élevées. Le mois dernier, Biden a annoncé une forte augmentation des tarifs sur une gamme d'importations chinoises, y compris les véhicules électriques, les cellules solaires, les semi-conducteurs et les batteries avancées, dans le but de protéger les industries américaines stratégiques contre une nouvelle vague de concurrents. Il a déclaré que ces subventions étaient injustes et accordées par Pékin. Les responsables chinois ont exprimé leur inquiétude concernant les nouvelles restrictions sur les investissements à leurs homologues américains, y compris la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Elles surviennent à un moment où les investissements étrangers en Chine diminuent.
Les données du groupe Rhodium ont révélé l'année dernière que les investissements américains en Chine sont passés d'une moyenne annuelle de 4 milliards de dollars entre 2005 et 2018 à une moyenne de 10 milliards depuis 2019. Les investissements en capital risque américains en Chine sont tombés à une moyenne annuelle de 10 milliards de dollars depuis 2019, atteignant un creux de 1,3 milliard de dollars en 2022. L'administration Biden pousse ses alliés à créer leur propre programme pour surveiller les investissements en Chine. Les législateurs du Congrès travaillent également sur une législation qui rendrait l'examen des investissements sensibles dans les secteurs technologiques chinois partie intégrante de la loi américaine. Le sénateur Bob Casey, un démocrate de Pennsylvanie, a déclaré ceci: « Lorsque nous permettons aux entreprises américaines d'investir dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs en Chine, nous mettons en danger notre sécurité nationale et notre avenir économique. La règle proposée par l'administration est un bon début, mais je continuerai à faire adopter une législation bipartite pour rendre permanent le programme d'examen des investissements sortants. » Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers les exercices du Pacific Rim qui auront lieu dans un jour ou deux. 26 pays, 47 navires de surface, 5 sous-marins, 18 forces terrestres nationales, plus de 200 avions et 25 000 personnels participeront à l'exercice bisannuel Rim of the Pacific, RIMPAC, du 27 juin au 27 août, en tant que plus grand exercice maritime international au monde. RIMPAC offre une opportunité d'entraînement unique conçue pour développer et maintenir les relations de coopération essentielles à la sécurité des voies maritimes et à la sécurité à travers les océans interconnectés du monde. RIMPAC 2018 est le 26e exercice de la série qui a débuté en 1971. Le thème de RIMPAC 2018 est le partenaire capable et adaptable. Les nations et forces participantes pratiqueront une large gamme de capacités et démontreront la flexibilité inhérente des forces navales. Ces capacités vont de l'aide en cas de catastrophe et des opérations de sécurité maritime au contrôle maritime et à la guerre complexe. Le programme de formation pertinent et réaliste comprend des opérations amphibies, des exercices d'artillerie, de missiles, anti-sous-marins et de défense aérienne, ainsi que des opérations de lutte contre la piraterie, de déminage, de neutralisation des explosifs et de plongée et de sauvetage. Cette année, les forces de l'Australie, du Brésil, du Brunei, du Canada, du Chili, de la Colombie, de la France, de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Indonésie, d'Israël, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de la République de Corée, du Sri Lanka et du Vietnam participeront à RIMPAC pour la première fois. Parmi les nouveautés, la Nouvelle-Zélande servira de commandant de combat naval et le Chili en tant que commandant de composante navale de la force combinée, marquant la première fois qu'un pays non fondateur occupe un poste de commandement de composante. Cette année verra également le tir en direct d'un missile anti-navire à longue portée depuis un avion de l'US Air Force. De missiles terre-navire par les forces d'autodéfense terrestre japonaises et d'un missile de frappe navale depuis un lanceur. Pour la première fois, une unité terrestre participera à un événement de tir réel pendant RIMPAC. RIMPAC 18 comprendra également la participation de groupes internationaux et mettra en lumière l'innovation de la flotte lors d'une exposition d'innovation. De plus, pour la première fois depuis RIMPAC 2002, le poste de commandement de la 3e flotte américaine se déplacera de San Diego à Pearl Harbor pour soutenir le commandement et le contrôle de toutes les forces de la 3e flotte dans la zone de responsabilité de la 3e flotte, y compris les forces opérationnelles avancées dans le Pacifique occidental. Le centre de commandement de la flotte sera établi dans un commandement et contrôle conjoint déployable à Hospital Point pour la première partie de l'exercice, puis sera transféré à l'USS Portland, LPD 27, pour le reste de l'exercice. Animé par le commandant de la flotte du Pacifique américain, RIMPAC 2018 sera dirigé par le vice-amiral John Alexander, commandant de la 3e flotte américaine, qui servira de commandant de la force opérationnelle combinée, CTF. Le contre-amiral Bob Ochterlony de la Marine royale canadienne servira de commandant adjoint de la CTF et le contre-amiral Hideyuki Oban des forces d'autodéfense maritime japonaises servira de commandant adjoint de la CTF. La force marine de la flotte sera dirigée par le lieutenant-général Mark Hashimoto du Corps des marines des États-Unis. Les autres dirigeants clés de la force multinationale incluront le contre-amiral Pablo Niman de l'Armada de Chili, qui commandera la composante maritime, et le commodore de l'air Craig Ip de la Royal Australian Air Force,
qui commandera la composante aérienne. Cette puissante combinaison d'alliés et de partenaires soutient un équilibre régional durable et favorable du pouvoir, préservant la sécurité, la prospérité et un ordre international libre et ouvert. RIMPAC 2018 contribue à l'augmentation de la létalité, de la résilience et de l'agilité nécessaires par le pouvoir conjoint et combiné pour dissuader et vaincre l'agression des grandes puissances dans tous les domaines et à tous les niveaux de conflit. Pendant ce temps, le Canada a participé à sa première patrouille conjointe avec les Philippines en mer de Chine méridionale, SCS, dans le cadre d'une activité de coopération maritime multilatérale, MMCA, avec le Japon et les États-Unis pour promouvoir la liberté de navigation et de survol au milieu de l'affirmation croissante de Pékin. La Marine royale canadienne a déployé la frégate de classe Halifax HMCS Montréal pour rejoindre le navire de patrouille de classe Gregorio del Pilar de la Marine philippine BRP Andrés Bonifacio, le destroyer de classe Murazam de la force maritime d'autodéfense japonaise Joes Kirizam et le destroyer lance-missile de classe Harlequburg de la marine américaine USS Ralph Johnson. Le 16 et le 17 juin. Le commandement Indo-Pacifique américain, Indo-PACOM, a déclaré dans un communiqué que l'activité navale avait eu lieu alors que la Chine interférait avec une mission de ravitaillement philippine vers le second Thomas Shoal, une zone basse située à l'intérieur de la zone économique exclusive de 370 km des Philippines, à environ 194 km de la province de Palawan. Cependant, l'emplacement du MMCA n'a pas été divulgué. Les responsables ont déclaré que l'activité démontre notre engagement commun à renforcer la coopération régionale et internationale dans le domaine maritime. L'exercice multilatéral comprenait une série d'activités et de manœuvres navales pour tester et vérifier l'interopérabilité des doctrines. Des tactiques, des techniques et des procédures des forces armées, ont indiqué les responsables. Les analystes ont commenté la question comme suit: il a également fourni l'occasion de démontrer des interactions professionnelles entre les forces navales et aériennes basées sur des traditions et des coutumes militaires de longue date. La coopération de ce type représente le centre de notre approche pour une région sûre et prospère où les avions et les navires de toutes les nations peuvent voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet. Les Philippines ont lancé pour la première fois des activités de coopération maritime séparées avec les États-Unis et l'Australie en novembre. En avril, le MMCA a été inauguré par les Philippines, les États-Unis, l'Australie et le Japon. Le Japon, qui rejoint le MMCA pour la deuxième fois, a déclaré qu'il s'engage à renforcer les partenariats avec des pays partageant les mêmes idées pour protéger la liberté de navigation et l'état de droit. Pendant ce temps, le Canada a constamment exprimé son soutien aux Philippines face aux actions coercitives de la Chine en mer de Chine méridionale et a appelé Pékin à se conformer à une décision arbitrale de 2016 qui déclarait sa revendication sur presque toute la mer de Chine méridionale sans fondement. Plus tôt cette année, le Canada a signé un protocole d'accord avec les Philippines sur un accord de coopération en matière de défense, que les responsables ont déclaré pouvoir mener à un accord sur les forces en visite plus tard. Dans le sillage de tout cela, un autre développement important a émergé. Les États-Unis ont approuvé une vente de 360 millions de dollars de plus de 1000 petits drones armés à Taïwan, alors que l'île autonome revendiquée par la Chine cherche à renforcer ses capacités de guerre asymétrique en prenant en compte les tactiques réussies utilisées sur le champ de bataille en Ukraine. Taïwan recevra 720 missiles Switchblade et des systèmes de contrôle de tir associés d'une valeur de 60,2 millions de dollars, a annoncé mardi l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité, DSCA. Les États-Unis fourniront également à Taïwan 291 munitions mobiles Altus 6 et des composants de soutien pour un montant de 300 millions de dollars, selon la DSCA. La vente proposée intervient alors que la Chine a intensifié la pression militaire sur Taïwan, menant des exercices militaires étendus autour de l'île et faisant voler des avions de chasse près de l'île presque quotidiennement. Le Parti communiste chinois au pouvoir revendique Taïwan démocratique comme le sien, bien qu'il n'ait jamais pu la contrôler, et a juré de se réunir avec l'île par la force si nécessaire. En vertu de la loi sur les relations avec Taïwan, Washington est légalement tenu de fournir à l'île les moyens de se défendre et a fourni à Taipei des armes de défense. Mais les ventes d'armes ont provoqué des réprimandes furieuses de Pékin. Lors d'un discours au sommet du dialogue sur la défense Shangri-La à Singapour plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense, l'amiral Dong Jun,
a critiqué les puissances interventionnistes étrangères pour la vente d'armes et les contacts officiels illégaux avec Taïwan, en référence apparente aux États-Unis. Le Switchblade, qui ressemble à un petit drone à aile fixe, est un missile guidé de précision léger et peu coûteux qui peut être lancé à partir d'une variété de plateformes en 2 minutes, rester en vol pendant 20 minutes et à une portée de 30 km, 18,6 miles. Le fabricant Aérovironment affirme qu'il a bien fonctionné dans la défense de l'Ukraine contre l'invasion en cours de la Russie. Nous sommes satisfaits des retours accablants des utilisateurs et de la demande pour des systèmes supplémentaires, a déclaré le PDG de l'entreprise, Wahed Nawabi. Pendant ce temps, le fabricant Anduril affirme sur son site web que le plus grand Altius 600 mètres peut transporter plusieurs options de capteurs et de têtes explosives lorsqu'il est lancé à partir de plateformes terrestres, aériennes et maritimes. Les deux drones peuvent être utilisés pour la reconnaissance.